À 7 heures du soir, Steve Johnson attendait devant le bureau de sa femme, prêt à mettre fin à la plaisanterie que lui et sa femme avaient vécue. Malheureusement, certains conjoints ne voient pas les signaux d'alarme. Elle n'avait jamais fait d'heures supplémentaires auparavant. Améliorer sa tenue vestimentaire. Dîner avec les filles. Moins d'activités sexuelles à la maison. Steve ne l'était pas. Après s'en être rendu compte, il a cessé de s'en préoccuper. Cela durait depuis environ 2 mois, selon les estimations de Steve. C'est à ce moment-là qu'il a vu pour la première fois les talons hauts rouges de sa femme Angela au travail. Elle méprisait les talons hauts. Elle ne se permettait d'en porter qu'en de rares occasions, comme des mariages ou des occasions spéciales, ou lorsqu'elle se pomponnait dans sa chambre. Pour les occasions spéciales, elle portait des chaussures cramoisies et des bas blancs, ce que Steve préférait. Selon lui, leur vie sentimentale est parfaite. Cependant, il lui demande pourquoi elle ne porte jamais de talons au bureau. « C'est quoi ces talons, chérie ? Il se passe quelque chose aujourd'hui ?» demande l'homme. Elle a continué à marcher sans se retourner et a déclaré « J'ai une réunion d'évaluation avec mon patron aujourd'hui. » Une prostituée professionnelle peut-être, se dit-il, mais il ne dit rien. Après cela, les heures supplémentaires ont commencé. D'une heure par-ci par-là au début, elles sont progressivement passées à 2 ou 3 heures plusieurs jours par semaine. Il a pris conscience de la vérité lorsque les sorties nocturnes des filles ont commencé. Les lieux de rencontres publiques tels que les boîtes de nuit, les salons et les bars lui répugnent. Pour elle, sortir signifie prendre un café ou dîner. Pour couronner le tout, elle désapprouvait toute personne qui buvait de l'alcool. Lors de leur 3e soirée entre filles, il l'a accompagnée pendant qu'elle visitait un manoir de Glenella. Cette demeure lui était familière, car il y avait organisé des fêtes à plusieurs reprises. La maison appartenait à son patron, Martin Schindler. Après une heure d'attente, Steve a gonflé les 4 pneus de la jeune femme et est rentré chez lui, convaincu qu'il s'agissait bien de son plan d'action et non d'un simple détour. Ni ce soir-là, ni le week-end suivant son retour, elle n'a évoqué les pneus, mais il l'a entendu en parler à Jenny. « Croirais-tu que quelqu'un a laissé de l'air dans les pneus de ta voiture ? Tu crois que quelqu'un a dégonflé mes pneus la nuit dernière ?» Jenny a demandé d'un ton interrogateur. « C'est pas possible, vraiment ? » « Oui. Dieu merci, ils ne les ont pas crevés. Ils ont juste fait sortir l'air. J'ai pu utiliser la pompe à air que ton père me fait garder dans le coffre. » Waouh ! Où es-tu allé ? Dans un club de danse avec mes amis. Tu devrais probablement l'éviter à l'avenir. En souriant, Angela a répondu, « Bien sûr, bébé. » Steve a entamé la procédure de divorce en rencontrant un avocat. Pour cette raison, il s'était garé devant son bureau. Ce soir-là, elle serait servie. Les 21 années de mariage avaient été agréables, mais il les regrettait. Jenny, sa fille adorée, une fille à papa, était née de cette union à l'âge de 17 ans. Il était en désaccord contractuel avec son travail et avait besoin d'un avocat. C'est à cette époque qu'il a rencontré Angela. Elle aspirait à devenir assistante juridique alors qu'elle était auparavant réceptionniste. Comme elle lui plaisait beaucoup, il l'a invitée à sortir avec lui. Ils sont restés ensemble pendant 2 années heureuses avant qu'il ne pose la grande question, et il pensait que leur bonheur se poursuivrait tout au long de leur mariage. C'était vrai jusqu'à ce qu'elle commence à travailler pour Martin Schindler. Même s'ils travaillaient de longues heures comme chauffeurs de camion, ils profitaient au maximum du temps qu'ils passaient ensemble. Ils aimaient partir en week-end en famille lorsque l'emploi du temps de Jenny le permettait. Elle était constamment occupée par un sport ou une autre activité. Lorsque Jenny a atteint l'âge approprié, Steve et Angela partaient parfois en voyage à Galena, dans l'Illinois, pour voir des vins, ou à Lake Geneva, dans le Wisconsin, pour faire du shopping et se détendre, sans Jenny. La nouvelle de la trahison d'Angela lui a fait mal au cœur. Elle devenait de plus en plus grossière avec lui, mais il ne soupçonnait pas l'infidélité jusqu'à ce qu'il voie ses talons hauts. Après cela, les choses se sont dégradées. C'était horrible, et c'était encore pire avec son attitude. Ce soir-là, il repense à leur conversation. « Chérie, pourquoi n'irions-nous pas dîner et voir un film ce soir ? J'ai un rare vendredi de libre et j'ai envie de passer du temps avec toi. » Il commente. « Tu sais que je sors avec les filles le vendredi. Elles comptent sur moi pour être leur chauffeur attitré. Laisse-les Uber pour une nuit. Avec les heures supplémentaires que tu as travaillées et les soirées que tu fais maintenant, je ne te vois presque plus. Si tu avais un vrai travail, qui ne t'oblige pas à conduire à toute heure du soir et de la nuit, tu pourrais me voir plus souvent. Mais ce n'est pas le cas, et j'ai dû en souffrir pendant 2 décennies. Prends ton mal en patience, je te verrai plus tard. » En partant, elle n'a pas prononcé un seul mot d'adieu. Il n'a pas pu dire un mot. Il l'a suivie pendant qu'elle entrait dans le garage et a observé sa sortie. Il s'est empressé de récupérer ses clés et s'est précipité à l'extérieur pour la poursuivre.
Leur lotissement n'avait qu'une seule sortie, et s'y rendre depuis leur maison était un véritable défi en raison du réseau confus de rues. Alors qu'elle se dirigeait vers Main Street, il réussit à la rattraper et à l'accompagner jusqu'à la maison de Martin. Il a passé le reste du week-end à l'éviter et a décidé d'engager un avocat le lundi. Il souhaitait une dissolution juste et pacifique du mariage et n'avait pas l'intention de recourir à la tactique de la terre brûlée. Il sentait qu'elle ne le désirait plus, d'après ses paroles et ses actes, et qu'il était donc inutile de s'accrocher à une corde instable. Au fond, il pensait qu'elle pouvait avoir son employeur de toute façon. Le lundi, il a annoncé la nouvelle à sa fille. « Elle me trompe, ma citrouille. Tu ne vois peut-être pas la différence depuis quelques mois, mais moi je la vois. Elle a quitté le mariage et couche avec son patron. » « Pas possible papa, je n'y crois pas. Je l'ai suivie jusqu'à sa maison. Elle a dit qu'elle sortait avec des amis, mais ce n'était pas le cas. Elle est allée chez son patron. Mais ses pneus ont été abîmés au club. Non, ma chérie. C'est moi qui l'ai fait, et je l'ai fait chez le gars quand j'ai vu qu'elle n'allait pas en boîte. Je n'arrive pas à y croire, papa. Moi non plus, mais c'est vrai. » Alors qu'il était assis, sa fille l'a rejoint en attendant le feu d'artifice. « Papa, tu en es absolument certain? Il n'y a absolument aucune chance, demande Jenny. « Non, ma puce. C'est fini. Elle a brisé ma confiance et mon cœur. Je ne peux pas tolérer ce genre de trahison. Et si elle avait l'impression d'avoir une raison de le faire? Citrouille, rien ne justifie une liaison à long terme. Peut-être s'agissait-il d'un incident lié à l'alcool qui ne s'est produit qu'une seule fois? Si elle avait été violée, ce serait une autre histoire. Non, elle a emprunté cette voie, elle m'a trompé. La confiance est le bien le plus précieux qu'un couple puisse avoir, il est impossible d'aimer quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Notre mariage est terminé à cause de sa trahison. » Deux hommes s'approchaient de la voiture lorsque Jenny a jeté un coup d'œil par la fenêtre. « Quelle idiote !» s'exclame Angela Johnson en regardant par la fenêtre de leur cabinet d'avocat. Martin l'a frappée par derrière, et elle était reconnaissante pour la vitre teintée dorée à sens unique. « Je n'arrive pas à y croire, il pensait qu'il allait m'avoir en premier. »« Allez, chérie. » Sa femme, avec laquelle il avait été infidèle pendant 19 ans, avait reçu le jugement de divorce définitif. Il avait passé 6 mois à faire la cour à Angela pour se préparer à la remplacer. Les plaintes incessantes de son ex-femme pour tout et n'importe quoi ont fini par l'exaspérer. Son surpoids le rendait vieux. Son manque de libido lui pesait. Il s'est finalement libéré après le départ de ses jumeaux pour l'université parce qu'il avait honte d'être vu avec elle. Angela avait le même âge que sa femme, mais elle dégageait un air de sophistication raffinée. Elle était incroyablement belle et avait la silhouette tonique d'une personne de moins de 30 ans. Martha l'aidait déjà à améliorer sa tenue vestimentaire et elle serait une excellente épouse pour son associé. Steve fut choqué lorsqu'il entendit un coup sur la vitre. « Êtes-vous Steven Johnson ?» Il a soufflé par la fenêtre et a crié « Oui. » « Vous avez été assigné. Veuillez lire attentivement les documents. Il y a une ordonnance restrictive qui vous oblige à rester à 100 mètres d'Angela Johnson, de Jennifer Johnson et de votre domicile conjugal. » Quoi? Une ordonnance restrictive? De la part de Jenny? Jenny lui arracha l'enveloppe des doigts et parcourut l'entête de la dissolution du mariage. Elle lui a présenté l'ordonnance restrictive une fois qu'elle l'a trouvée. Il hausse le ton et s'écrie « C'est quoi ce bordel ?» Jenny s'est ensuite exclamée « Oh mon Dieu, non. Papa, je te jure, je ne savais pas. » De quoi tu parles? Elle lui a remis les documents supplémentaires. Plusieurs demandes d'indemnisation y sont détaillées. Violence conjugale? Maltraitance d'enfants? Agression sexuelle sur mineurs? Jenny, pourquoi? Papa, je le jure, je n'ai rien à voir avec ça. C'est un mensonge ou une erreur. Attendez. Comment a-t-elle su que je serais ici en ce moment? C'est parce que je lui ai avoué, dit sa fille. Il fut dévasté par ces mots. Quand tu m'as dit qu'elle te trompait, je l'ai confrontée. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait fait que parce qu'elle avait un rapport d'enquêteur disant que tu la trompais. Tu n'es pas sérieux? Tu as vu le rapport? Non. Tu l'as cru et pas moi? Tu l'as laissé me piéger? Bébé, pourquoi? Je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je t'ai demandé de ne rien dire. Je jure papa que je n'étais pas au courant de l'ordonnance restrictive. Cette histoire d'abus, c'est des conneries, je le jure. Je n'ai rien dit de tel à personne. Ignorant ses pleurs, il sanglote doucement. Ensuite, il a dit, tu dois partir immédiatement, Jenny. Je ne suis plus en mesure d'être à proximité de toi. Papa, non, a-t-elle crié très fort. Pars, ou je risque d'être arrêté en plus de tout cela. Le shérif est toujours là à me surveiller. Mon Dieu. Ils ont aussi gelé tous mes comptes.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais plus quoi faire, s'exclame-t-il en continuant à lire. Félicitations à vous deux. Vous m'avez complètement démoli. Je vais devoir me battre au tribunal indéfiniment à cause de la société d'avocats très puissante à laquelle elle est associée et de toutes ces accusations sans fondement. Oh mon Dieu! Je vais m'occuper de ça, papa, s'exclame-t-elle en sortant de la voiture et en se précipitant vers le bureau. Martin poussa un gémissement de satisfaction en explosant dans la chatte d'Angela. C'était génial, mon amour, remarque Angela. J'aurais aimé avoir des jumelles pour voir son visage. Alors qu'Angela ajustait sa robe et que Martin attachait sa ceinture, une génie gémissante fit irruption dans le bureau. Espèce d'ordure! La maltraitance des enfants? Les agressions sexuelles? Tu te sens malade? Jenny s'est alors mise à hurler. Je devais frapper en premier. Je devais avoir l'avantage, remarque Angela avec assurance. Pour l'instant, il ne pourra pas entrer dans la résidence ni accéder à mes fonds. Je suis maintenant dans une position plus forte que lui. Il n'a jamais abusé de moi. Je n'en suis pas certaine. Vous êtes si proche, dit Angela en souriant. Jenny s'approche d'elle et lui demande, il ne m'a pas trompé, n'est-ce pas? De toute évidence, non. Quel genre de personne pourrait le désirer? Elle rit en disant cela. Tu es un monstre, marmonne Jenny avant de frapper sa mère de toutes ses forces. Angela s'effondra sur le sol, agonisante et incrédule, tandis que Martin se moquait et remarquait, joli coup, gamine. Jenny s'arrêta un instant avant d'examiner son environnement, qui révélait un bureau, des étagères et des rayonnages en désordre. Avec un sourire, elle se tourne vers Martin et commence à débarrasser son bureau. Jenny s'en va après lui avoir dit calmement, « Tu ferais mieux de ne plus jamais croiser mon chemin, connard. Je peux faire pire et je le ferai. » Angela a crié, « Jenny, attends. » Martin voulait dire, « Elle va le payer. » Vous êtes Angela Johnson, lui demande l'homme en passant devant elle, une enveloppe à la main. Elle a crié, « Là-dedans », puis elle s'est enfuie. En recevant les papiers du divorce de Steve, Angela et Martin n'ont pu s'empêcher de se moquer d'elle. Dans son désespoir, Jenny a tendu la main à son père qui, effrayé à l'idée qu'Angela le découvre et le fasse arrêter pour violation d'ordonnances restrictives, pleurait chaque fois qu'il la voyait appeler et refusait de répondre. Sa belle-sœur lui a interdit de voir sa nièce et son neveu de peur que ce soit réel, ce qui a failli provoquer l'échec de son mariage avec son frère jusqu'à ce que George demande à Jenny de lui révéler la vérité, et Angela l'avait déjà coupé de tous leurs amis. Seuls ses parents et son frère croient en son innocence. La trahison de sa fille et l'intense animosité d'Angela à son égard le laissent perplexe. Bien qu'elle ait prétendu ne pas être au courant de l'allégation d'abus, elle a informé sa mère qu'il était au courant de sa liaison et de la date à laquelle elle serait signifiée. Elle a même menti en disant qu'elle voulait être à ses côtés pour le soutenir lorsqu'Angela serait assignée, mais en réalité, elle savait qu'il serait assigné et n'a rien dit. Dans sa recherche d'un médiateur pour son père, Jenny a découvert une copie des documents de divorce qui appartenaient à sa mère et a découvert que l'avocat était un collègue de sa mère, ce qui excluait toute possibilité de le consulter. Elle contacte alors George, le grand-père de Steve, dans l'espoir qu'il puisse l'aider. « Ma chère, que désirez-vous ? Je te l'avais bien dit, déclara-t-il. Nous devons aider papa, grand-père. Je ne sais pas comment lui venir en aide. Je n'arrive pas à le faire répondre au téléphone. Jenny, ce que tu as fait à ton père est incroyable. En donnant un coup de main à ta mère, à quoi pensais-tu? Tout est mensonge, grand-père. J'étais complètement inactive. Ma mère et son crétin d'avocat de petit ami sont les seuls impliqués. Fais attention à ce que tu dis, ma fille. Désolé grand-père, je te jure que je ne l'ai pas accusée de tout ça et je n'avais aucune idée que quand je l'ai confrontée, elle deviendrait nucléaire comme ça. Bien sûr. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Grand-père est-il à vos côtés? Puis-je avoir une conversation avec lui? Tant que cette ordonnance n'est pas révoquée, il ne peut communiquer avec vous d'aucune manière. À cause de tout ce qui s'est passé, il se met à pleurer chaque fois que vous l'appelez. Il craint que votre mère ne le dénonce aux autorités si elle apprend qu'il vous a parlé. Rien ne peut être fait tant qu'une date d'audience n'a pas été fixée, a ajouté son avocat. Bien qu'inconsolable, Jenny a réussi à prononcer les mots suivants, « Grand-père, dis-lui que je l'aime et qu'il me manque. Si je le vois, je le ferai. » Après quelques minutes de pleurs au téléphone, Jenny est allée dans la chambre de sa mère et a commencé à retirer ses sous-vêtements, ses vêtements et ses bijoux des tiroirs et de l'armoire avant de les jeter dans les escaliers. Ramassant le gros tas, elle le traîna jusqu'à la porte d'entrée et le jeta au milieu de l'herbe, riant en remarquant que certains vêtements étaient si frais qu'ils portaient encore leur étiquette. Elle dit à haute voix, « Va te faire voir, maman », elle ramassa l'essence à briquet et se dirigea vers la grange. Elle versa la totalité du bidon sur les vêtements et l'enflamma à l'aide du viseur et de la flamme.
L'heure à laquelle la mère de Jenny devait rentrer approchait et elle sourit lorsqu'une idée lui vint à l'esprit. Au moment où Angela s'engagea dans l'allée, elle aperçut Jenny dans le jardin, juchée sur une chaise de jardin, en train de faire rôtir un marshmallow sur un tas de vêtements carbonisés. Sortant de la voiture, elle a crié et hurlé après Jenny, lui demandant « Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je deviens folle? » « Maman, non. Ma santé mentale est intacte. J'ai choisi de te tenir pour responsable de l'incapacité de mon père à communiquer avec moi. Je continuerai à détruire vos biens chaque jour jusqu'à ce que je lui parle. Si vous ne rétractez pas immédiatement cette accusation d'abus sans fondement, votre travail sera encore plus exposé. Lundi, vous avez un rendez-vous au tribunal, Jenny. Son renouvellement est annulé. C'était juste temporaire. Ça n'a pas d'importance, maman. Tes efforts seront vains si nous ne lui parlons pas. En entrant dans la maison, Angela a poussé un cri perçant avant de téléphoner à Steve, qui, comme on pouvait s'y attendre, l'a ignoré et a effacé le message sans y réfléchir. Peu après, un camion de pompiers et une voiture de police sont arrivés sur les lieux, car l'un des habitants des environs avait signalé l'incendie. Le policier et le pompier ont demandé à Jenny en s'approchant d'elle, « Jeune fille, qu'est-ce qu'il y a de grave? Quelques vêtements que ma mère n'a plus été sur sa liste de souhaits. » Jenny a indiqué qu'on lui avait conseillé de faire un feu de joie avec eux. Sera-t-elle à la maison si vous faites un feu de camp dans la cour? Sa question était directe. Oui monsieur, je l'éteindrai avec le tuyau d'arrosage si vous voulez. Utilisez-vous quelque chose de spécial pour l'allumer ou allumez-vous simplement les vêtements? Le pompier élève la voix pour demander. Un bidon entier d'essence à briquet au charbon de bois, nous dit-elle. Oh non. Pas d'eau. En réponse, le pompier propose de saupoudrer du sable. Un officier de police a sonné à la porte pendant que les pompiers luttaient contre le feu. Lorsqu'Angela a ouvert la porte, elle s'est préparée à s'enfuir, mais elle a vu les policiers. C'est fantastique. Le feu va être éteint, ce n'est pas grave, monsieur l'agent, déclare Angela avant d'écouter le discours du policier. Oui, madame, les pompiers sont en train de le faire. Saviez-vous que la loi interdit d'allumer un feu de joie devant chez soi sans surveillance? Elle avoue, non, je ne le savais pas, tout en serrant la mâchoire. Billet en main. Elle est simplement suffisante. Pas besoin de se présenter au tribunal. La prochaine fois, donnez-les à Godwill ou à Saint. Vincent de Paul, madame. Ces biens pourraient être utiles à des personnes moins fortunées. Le temps qu'elle ferme la porte, elle avait crié. Le lundi suivant, lors de l'audience relative à l'ordonnance restrictive, l'avocat d'Angela s'est présenté devant le juge. Il savait que l'ordonnance avait été obtenue frauduleusement, mais il a choisi de ne pas contester son appel. L'ordonnance a eu l'effet escompté de gagner du temps et a eu un effet dévastateur sur la réputation de Steve. L'avocat représentant Steve a demandé à ce que des accusations de parjure soient portées contre Angela. Il n'y a pas eu de parjure, a déclaré le juge en l'absence de preuves concluantes que l'ordonnance avait été rendue sous de faux prétextes. Votre contre-attaque dans l'affaire du divorce peut ouvrir ce sac de Pandore, mais vous êtes conscient qu'il s'agit d'une solution de dernier recours. Pour Steve, dont la vie s'effondrait autour de lui en raison de son incapacité à faire face aux fausses accusations, aux avoirs gelés, à l'infidélité de sa femme et, pire encore, à la trahison de sa fille, l'abandon de l'ordonnance restrictive n'était qu'une maigre consolation. Sa santé mentale était en ruine, il prenait des congés de maladie, buvait excessivement et était généralement désagréable à fréquenter. Il a remarqué qu'Angela avait changé les serrures, mais lorsqu'il s'est rendu chez lui pendant la journée, alors qu'il savait que sa fille ne serait pas là, il a pu utiliser l'ouvre-porte de son garage. Il a découvert tous ses biens dans le garage, y compris des cartons et des cartons de vêtements dans des sacs poubelles, et il a remarqué qu'elle lui avait légué l'album de mariage et toutes les images de la famille joyeuse qui étaient éparpillées dans la maison. Ces problèmes provoquaient des tensions dans ses relations avec ses parents et son frère, et bien qu'il l'ait encouragé à consulter un psychiatre, il a refusé, estimant qu'il n'avait pas besoin d'un thérapeute pour lui dire que sa vie était terrible et qu'il ne pouvait rien faire pour l'améliorer. Son contrat contenait une clause morale, s'il avait été dans un meilleur état mental, il aurait su qu'il pouvait se battre et probablement gagner, mais il ne faisait que suivre le mouvement à ce moment-là. Le cabinet d'avocats d'Angela a mené une campagne impitoyable de litige, informant son employeur de l'ordonnance restrictive et des accusations d'abus, ce qui a conduit au licenciement motivé de Steve. Jusqu'à sa nécessaire comparution au tribunal dans le cadre du divorce, au cours de laquelle il a refusé de parler à quiconque, à l'exception de son avocat et du juge, personne ne savait où vivait Steve. Il ne communiquait avec sa famille que par téléphone. Lorsque Jenny tentait d'engager la conversation avec lui, elle fondait en larmes chaque fois qu'il passait devant elle sans la regarder dans les yeux, comme s'il s'agissait d'un corps sans vie qui se promenait devant elle. Au train où vont les choses, Angela est ravie. Quelques mois plus tôt, Martin l'avait monté contre Steve,
et ce dernier était devenu presque haïssable pour elle à cause de sa séduction. Après des mois de bataille judiciaire, le divorce est enfin prononcé et Steve récupère sa part des biens matrimoniaux. Avec l'aide de son avocat, il a pu faire vendre la maison et conserver le véhicule. Il est resté longtemps au chômage parce que la ville croyait aux fausses accusations selon lesquelles il avait abusé de sa fille, alors qu'il n'avait jamais été accusé d'un crime. Il a emballé les biens de sa vie et fait ses adieux à ses parents en conduisant son pick-up jusqu'à Chicago, où il a trouvé un emploi de chauffeur de camion. Au moment où il s'apprête à partir, Jenny s'arrête. « Papa, je m'excuse profondément. » Tout en sprintant pour l'embrasser, elle s'écrie, « Tout cela n'aurait pas dû arriver. Tu as choisi ta mère plutôt que moi sans aucune preuve, » a-t-il dit en sanglotant et en refusant de lui rendre son étreinte. Le premier domino est tombé parce que vous êtes allé la voir. Le cabinet d'avocats pour lequel elle travaillait nécessitait un effet de surprise de ma part. Avant qu'elle ne puisse exercer des représailles, je devais être en mesure de déposer un dossier. Pourquoi? C'est clair pour toi maintenant. Papa, je n'étais pas au courant. Je m'excuse. C'est mon dernier arrêt. Le temps ne fera pas disparaître cette accusation infondée de pédophilie. Tu ne peux pas te débarrasser de la puanteur d'une telle accusation. Ta mère et sa maîtresse en subiront les conséquences un jour. Adieu, Jennifer. Pour toi, j'étais plus importante que la vie elle-même. Pour t'offrir une existence décente, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'espère vraiment que tu n'es pas devenue comme ta mère. Elle sanglote dans les bras de sa grand-mère et il en profite pour monter dans le camion et partir. Le jour du divorce définitif, Martin lui a demandé « Vas-tu m'épouser, Angela ?» Martin, je suis d'accord. Au milieu du petit chaos du restaurant, elle sanglote et se lève d'un bond pour l'embrasser. Elle lui dit « Allons chez toi pour fêter ça », alors qu'il paie l'addition. Elle convoitait son vaste manoir et avait hâte de le rénover, en commençant par leur chambre à coucher, le premier élément à supprimer, après avoir enlevé les draperies et les meubles laids que son ex-femme avait choisis. Voyant son ex-femme dîner avec ses parents, Martin ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'il quitte la maison. Alors qu'ils se croisaient, son ex-femme Carole cracha dans sa direction, manifestement dégoûtée par lui et sa dernière prostituée. Il ne lui prête aucune attention. Le divorce est prononcé aujourd'hui. Je vois. Vu ce que cette ordure vous a fait, vous devriez vraiment fêter ça aujourd'hui. Le problème, c'est mon enfant, pas elle. Je n'arrive toujours pas à me remettre du fait qu'elle s'est rangée du côté de ce salaud de tricheur. Je ne peux pas me résoudre à répondre à ses appels ou à ses courriels. Puis-je voir un psychiatre? Dit la voix, peut-être devriez-vous vous envoyer en l'air? Et elle est apparue dans leur dos. Bonjour, Marianne. Ce n'est pas une mauvaise idée, a remarqué Lou. Alors, tu crois que quelqu'un s'intéresserait à moi, dit alors Steve. Dans un murmure silencieux, Marianne répondit, moi, mon grand, et passa sa langue sur le lobe de son oreille. Les hommes la regardent s'éloigner en secouant la tête d'un air désapprobateur. Steve-O intervient tout de suite. Quelle femme merveilleuse. Qui s'en soucie? Pourquoi pas? Répond Steve. J'adore ce type. D'accord, prenons la route. Avant de se rendre au cinéma pour leur rendez-vous, Steve a invité Marianne à dîner. Après le film, ils ont pris un café et une tarte au Baker Square. Steve, tu dois garder la tête haute. Vous êtes un homme honnête qui a été traité injustement. Je finirai par comprendre, lui a-t-elle assuré. Peut-être que vous le ferez, Martha. Ce qui a mal tourné est resté un mystère pour moi pendant un certain temps. La raison pour laquelle elle m'a tant critiqué pendant le divorce était un mystère pour moi. Elle m'a accusé d'avoir séduit les enfants et de les avoir agressés, pour l'amour du ciel. Prenant sa main, elle proclame, oublie-la, tout cela est derrière toi. Regarde vers l'avant, pas vers l'arrière. Croyez-moi, je ferai en sorte que ce soit honorable. Il la serra fort dans ses bras et sourit, on y va. En ouvrant la porte d'entrée, Marianne a embrassé Steve et lui a dit, mon grand, tu veux me regarder? Avec plaisir. Le clair de lune qui pénètre par la fenêtre jette une lumière bleutée sur sa chambre où elle l'emmène en lui tenant la main. Leurs langues s'entremêlent dans un baiser passionné tandis qu'ils se déshabillent lentement l'un l'autre, savourant le moment. Il s'est couché sur le sol à côté d'elle, tandis qu'elle s'allongeait sur le lit et chuchotait, Lou me doit $10. Et alors? Pourquoi? Je lui ai dit que tu étais naturellement rousse et il a parié contre. En souriant, elle a attiré sa tête vers elle et lui a dit, regarde de plus près, petit. S'approchant de sa récompense, il embrasse l'intérieur de ses cuisses et se rapproche de plus en plus. Oui, je te sens venir. Je me rapproche, dit-il. Oh mon Dieu, bien sûr. Allez, chérie. Quand ils ont repris leurs esprits, elle a dit, ton ex est une idiote. Elle voulait son argent, pas lui.
Eh bien, sa perte est mon gain, et je vais utiliser ça souvent. Il a dit, quand tu veux, chérie, et l'a embrassée sur les lèvres. N'hésitez pas à la demander quand vous voulez. Exactement 7 jours plus tard, l'homme masqué s'approcha tranquillement de l'entrée arrière d'un manoir situé dans un quartier riche, s'attendant à être forcé d'enfoncer la porte, mais sourit lorsqu'il la trouva ouverte. En faisant lentement le tour de la maison et en espérant que les planches ne craquent pas sous leurs pieds, ils ont trouvé la pièce dont ils avaient besoin. Ils savaient qu'elle était parfaite puisque leur cible, un homme arrogant, avait pris cette photo sur sa couverture Facebook. Leur seule inquiétude était que la cible pourrait faire un désordre encore plus grand s'ils allaient dans le placard avant de s'asseoir à la table, mais le travail serait quand même fait et un alibi parfait garantirait leur sécurité, alors ils ont ouvert la porte à lamelles derrière la table et ont attendu. La pièce était plutôt sombre, seule la lampe de bureau étant allumée. En entrant dans son bureau, Martin Schindler pencha la tête sur le côté, fixant l'écran incliné de son ordinateur, le dos tourné au placard. Alors que l'intrus ouvre prudemment la porte du placard, Martin entend un bruit et lève les yeux pour voir la gâchette de son revolver pressé. Après avoir mis le fusil dans sa main, le tireur a rapidement laissé une note sur le bureau et s'est précipité vers la sortie. Le prix est entièrement payé, telle est la seule déclaration contenue dans la note. Après une longue journée de shopping, Angela est entrée dans le bureau de Martin pour lui montrer la nouvelle literie qu'elle avait achetée. Elle a sorti son smartphone de son sac à main et a composé le 911 pour signaler la fusillade. Ses cris ont percé l'air lorsqu'elle a vu le corps sans vie affalé sur la chaise, du sang coulant sur le sol. Son regard s'est posé sur lui, sur le pistolet qu'il tenait à la main et sur la note posée sur le bureau, elle s'est abstenue de la toucher, mais en a déchiffré le sens en lisant ces mots. « Steve, arrête ce que tu fais » crie-t-elle. Après avoir reçu l'appel, l'inspecteur Devonta Jordan se rend au domicile des Schindler, où il observe une femme désemparée qui sanglote dans le salon, ainsi que l'arrivée et le départ des techniciens de la scène de crime dans le bureau. Un ensemble de clubs de golf flambant neuf gît dans un coin de la pièce, tandis qu'il fait le point sur la situation. Joli ping, se dit-il en examinant la zone autour du corps, qui porte les marques d'une arme à feu encore tenue par la main droite de la victime. Il s'adresse à l'un des premiers policiers arrivés et lui demande « Qu'est-ce qu'on a pour l'instant ?» Blessure par balle présumée à la tête. Martin Schindler, propriétaire et avocat, est la victime. Angela Johnson est sa fiancée. Elle a contacté les services d'urgence après avoir découvert le défunt. Il y a un message ? Très bien, monsieur. Il n'est pas signé mais dactylographié. Il lui présente alors un petit sac contenant la note, qui ne comporte qu'une seule phrase. Le fiancé est-il la blonde qui s'y trouve, dit l'inspecteur Jordan avec une expression déconcertée. Oui, monsieur. Excusez-moi, madame, mais savez-vous ce que signifie ce mot ? Vous êtes inspecteur ? Demande Angela. Cela exclut le suicide, oui. Son meurtrier était mon ex-mari. Martin déteste les armes à feu. Il n'en possédait pas. Si votre ex a fait quelque chose, pourquoi croyez-vous que c'était ? Parce qu'il pensait que Martin m'avait enlevé à lui. C'est le cas ? Le mort faisait-il partie de votre vie pendant votre mariage ? D'un air honteux, elle prononce les mots, pendant une courte période, oui. Est-il possible que quelqu'un d'autre ait voulu sa mort ? Je croyais qu'il était avocat. Son ex-femme était, à juste titre, bouleversée par la rupture. Les entreprises étaient sa spécialité. Des clients du secteur civil qui se présentaient rarement au tribunal. Très bien, madame. Qu'avez-vous fait ce soir ? L'acte d'acheter des biens. C'était moi, vous savez. Que ce soit un suicide ou non reste un mystère pour moi. Pouvez-vous éventuellement récupérer vos reçus pour moi ? D'accord, inspecteur. C'est par un beau dimanche après-midi que l'inspecteur Jordan rend visite à Steve Johnson. Bonjour, je m'appelle l'inspecteur Jordan et je voudrais vous parler, monsieur Johnson. Pourriez-vous avoir l'amabilité de répondre à quelques questions ? Oui, je suis l'inspecteur. Vous allez bien ? Quand il était environ 8 heures hier soir, où étiez-vous ? Au travail. Je pilotais la machinerie lourde à travers Rockford. Il était 21h30 quand je me suis arrêté au dépôt. Les registres pourraient être un bon point de départ. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous y sommes, Madison. Que s'est-il passé ? Martin Schindler a été abattu la nuit dernière dans un suicide apparent. Apparemment ? Disons qu'il y a quelques incohérences. Je comprends. Depuis Rockford, je n'ai pas pu me suicider sur lui. Non, monsieur. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous contacter si j'ai d'autres questions. Bien sûr, je vous donnerai mon nouveau numéro de portable. En partant, l'inspecteur réfléchit aux aspects du suicide qui le troublent et s'irrite de devoir se rendre dans le nord-ouest de Chicago pour parler à Steve avant de traverser la ville jusqu'au dépôt de camions pour confirmer l'alibi.
Qu'est-ce qui peut pousser un droitier à se tirer une balle dans le bras? Alors pourquoi a-t-il pris la plume? Pourquoi y avait-il si peu de résidus de balles sur sa paume? L'étrangeté mise à part, ils étaient là et prouvaient que la victime avait tiré avec l'arme. Steve et Sweet Lou poursuivent leur conversation à la table de la cuisine après le départ de l'enquêteur. De quoi s'agit-il, Steve? Steve s'exclame avec un sourire, le croiriez-vous? Mon ex-fiancé s'est suicidé. Quoi? Non? Je pense que oui. J'espère que mon alibi sera accepté. Ils ont trinqué l'un à l'autre en faisant teinter leur bouteille de bière tout en riant. Au premier rang de l'enterrement, Angela était assise, sanglotant sur l'homme qui l'avait si facilement éloigné de son grand-mari, un homme qui l'avait persuadé de jeter un homme décent pour faire un échange, et sur l'homme qui l'avait convaincu d'opter pour le nucléaire. Jusqu'à ce qu'elle soit transférée pour travailler pour Martin, elle était éperdument amoureuse de son mari chauffeur de camion. Martin n'a pas perdu de temps pour la fatiguer avec ses remarques désobligeantes sur les chauffeurs routiers et ses commentaires insouciants sur lui lorsqu'il n'était pas en ville. Il a même commencé à lui faire croire qu'elle était négligée par les longues journées de Steve, et parfois par ses déplacements de nuit, et que le problème allait en s'aggravant. Son chagrin face à la mort de son fiancé s'est mêlé au chagrin face à la mort de son mari et à la fin de son lien avec sa fille. Tout cela n'a servi à rien. La salle est en pleine effervescence, mais elle n'y prête pas attention. Elle ne remarque pas les regards intenses que lui lance l'ex-petite amie de Martin et ses filles. Elle tenait sa disparition pour responsable. Tu aurais pu présenter tes condoléances à l'enterrement, a dit Angela à sa fille qui s'apprête à entrer à l'université, alors qu'elle s'approchait d'elle. Jenny a jeté un regard féroce à sa mère et a claqué la porte avant de sortir en trompe de la maison et de reprendre le long chemin de l'école à La Crosse, dans le Wisconsin. Elle poursuit, comment oses-tu me dire que je suis censé rendre hommage à un homme qui a détruit mon père? Va te faire voir, maman. Je n'aurais même pas dû qualifier ce tas de merde d'homme, il est moins qu'une merde de chien sur ma chaussure. Le manque de développement de l'affaire a été discuté lors d'une conférence entre l'inspecteur Jordan et son commandant. Steve Johnson a été formellement identifié comme le chauffeur par le personnel de l'entrepôt, et le traceur de son camion indique qu'il n'a fait aucun arrêt entre Madison et Chicago. Les alibis du suspect sont tous en ordre. Selon la fenêtre du médecin légiste, Angela Johnson se trouvait chez Macy's, Victoria's Secret et Starbucks au moment de sa mort, comme le confirment ses tickets de caisse et les caméras de vidéosurveillance. Lors du dîner d'anniversaire, l'ex-mari de Schindler et leur fille ont été rejoints par ses parents, son frère et sa belle-sœur, selon Jordan. Son commandant a voulu savoir s'il s'agissait de l'anniversaire de l'ex-mari. Non, il le fêtait simplement. J'ai même vérifié que la fille de Johnson était à l'école à plus de 3 heures de route, dans le Wisconsin. Vous pensez vraiment qu'il s'agit d'un suicide? Demande son commandant. C'est possible, mais ça ne colle pas. Eh bien, en l'absence de suspect, de mobile et de preuves concrètes qu'il s'agit d'un meurtre, il faut conclure à un suicide. Frustré, Jordan quitte la pièce après avoir acquiescé. Après 6 mois d'attente, Angela invite Jason Davis à dîner. Lors de leur 3e rendez-vous, Angela l'a escorté jusqu'à sa chambre. Jason est rentré chez lui après une nuit d'accouplement passionné. Avant de se coucher, il s'est ouvert une bière et s'est installé pour consulter son courrier électronique. Alors qu'il était assis à la table de la cuisine, l'arme a été pointée sur sa tête et le coup de feu a été tiré. Un message a été laissé et le fusil a été mis dans sa main. Le prix est entièrement payé. En se rendant à la cuisine, l'inspecteur Jordan a traversé l'appartement. La lettre de « suicide » lui a été présentée avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Bon sang, on dirait que j'avais raison pour l'autre. Il ne me reste plus qu'à trouver le coupable, lui dit le policier. Marc, avez-vous des empreintes digitales, dit-il au technicien. Oui, mais si je devais deviner maintenant, je dirais que ce sont les victimes. Après avoir appris la nouvelle, Jordan demande, des témoins? Qui a appelé? Un voisin a entendu le coup de feu et a appelé le 911. Personne n'a vu quelqu'un entrer ou sortir. Bien sûr que non. Comment sont-ils entrés? Pas de serrure ou de fenêtre cassée. Il me semble que c'est par le balcon. La porte coulissante n'était pas verrouillée. La victime ne s'en est probablement pas préoccupée puisqu'elle se trouvait au 2e étage. Il ne doit pas être trop difficile de grimper. Je dirais que n'importe qui de taille moyenne pourrait sauter, atteindre le bas et se hisser. Taille moyenne pour un homme ou une femme. Homme moyen, femme grande. Jordan veut savoir où se trouve le téléphone de l'homme. Il est dans un sac ici. Pour retrouver son dernier appel, Jordan utilise ses mains gantées. Je devais juste vérifier. Le dernier appel a été passé à une Angela. Je serais choqué si ce n'était pas Angela Johnson. Après les expressions habituelles de sympathie et de bonne volonté, l'enquêteur poursuit son enquête.
L'inspecteur Jordan demande, Madame Johnson, pourquoi vos amants semblent-ils vouloir se suicider? C'est forcément Steve. C'est lui qui me punit. Où étiez-vous la nuit dernière, madame? À la maison toute la nuit. J'ai un système d'alarme qui le confirmera. Parlez-moi du système d'alarme. Quand il est réglé, il détecte l'ouverture des portes et des fenêtres. Je l'ai réglé quand Jason est parti hier soir et je l'ai éteint ce matin quand vous êtes passé. Elle se confie. Tu l'as éteint à un moment ou à un autre hier soir? Non. Jenny est à l'école, il n'y aurait pas eu d'interruption toute la nuit. C'est assez facile à vérifier. Donc votre théorie est que votre mari est derrière ces suicides qui n'en sont pas? Oui. Qui d'autre pourrait-il être? Quand avez-vous parlé à votre mari pour la dernière fois? Avant le divorce. L'avez-vous vu vous suivre ou vous a-t-il contacté? Non. Comment pourrait-il connaître votre dernier amant alors? Je ne sais pas, mais c'est forcément lui. Au moment de partir, il a prononcé ces mots, très bien. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Restez près de moi, s'il vous plaît. Au fait, quelle est votre taille? Environ 1m70? 5 minutes 10 secondes. Pourquoi? Ma curiosité est piquée. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Même approche. Retournez au commissariat, déclare le commandant. L'inspecteur Jordan répond par un « Oui, monsieur. Tenez-moi au courant quotidiennement de votre évolution. La coïncidence est trop importante. J'ai entendu parler de chattes incroyables, mais je n'en ai jamais entendu une qui vous donne envie de mettre fin à vos jours. La petite amie a un alibi solide, c'est pourquoi je vais essayer de le réfuter. L'enquêteur s'est approché de son expert avec une certaine prudence. Allez-y, faites-moi savoir ce que vous obtenez. D'accord. L'inspecteur Jordan s'en alla, l'estomac noué par le malaise que les alibis du suspect principal seraient tout aussi solides qu'auparavant. La sonnette retentit alors que Steve et Marianne se blottissent sur son canapé, absorbés par la lecture de Jack Ryan sur Prime. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, inspecteur Jordan? L'invitant à entrer, Steve lui fait signe de s'approcher. Monsieur, où étiez-vous la nuit dernière à 1h30 du matin? De retour de Détroit, je suis sur la route. À 2h30, j'arrive. Et, qu'est-ce qui vient de se passer? Connaissez-vous Jason Davis? Je ne crois pas. Sa maîtresse le voyait. La nuit dernière, il s'est apparemment tiré une balle. Quoi? Non? Apparemment oui, n'est-ce pas? C'est peut-être une meurtrière en série qui s'en prend aux veuves noires. C'est possible. Je vous remercie. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'autre chose. En refermant la porte, Steve laisse échapper un rire. Mon chéri, qu'est-ce que c'était que ça? Quand Marianne a voulu savoir, elle s'est renseignée. On dirait qu'un autre petit ami de mon ex-femme est mort. Oh mon Dieu, dit-elle en portant la paume de sa main à sa bouche dans un souffle. C'est ce que je pense. Mon alibi, Dieu merci. Je prie pour que ceux qui assassinent ces salauds continuent à me prendre pour cible quand je voyage. Lorsque le téléphone de Jenny sonne, Steve jette un coup d'œil et décide de l'ignorer. Le sourcil froncé, Marianne proclame, il n'y aura jamais d'opportunité pour elle. Je ne vois pas comment. Vous lui manquez. Nous nous sommes déjà parlé après qu'elle m'ait contacté. Quoi? Il s'est levé et a crié. Elle l'a fait redescendre et a murmuré, détends-toi, chérie. Je ne vais pas m'en mêler. Quelle que soit ta décision, tu devras en assumer les conséquences. Elle reste une de tes amies sur Facebook. Au restaurant de sushi que j'ai insisté pour que tu essaies le mois dernier, elle a eu vent du fait que je t'avais étiqueté. Tout comme vous la suivez sur Facebook, elle suit aussi le vôtre. Elle m'a envoyé un message instantané pour prendre de tes nouvelles et exprimer sa joie que tu aies trouvé quelqu'un avec qui tu es heureux. Elle m'a assuré qu'elle continuerait à essayer d'engager la conversation avec toi. Elle m'appelle rapidement une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Elle aime bien lui parler de vos projets de voyage passés et futurs. Le fait que je décide du moment et de la fréquence de vos courses la fascine. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que, contrairement à votre ex, je peux garantir que vous serez à la maison chaque fois que j'aurai besoin de vous, et cela améliorera notre relation. Les villes que j'ai visitées l'ont toujours intriguée. Depuis qu'elle est toute petite, nous passons des heures et des heures à discuter des paysages, des sons et des gens que je rencontre lors de mes voyages. Lorsqu'elle était enfant, je rentrais tôt de nombreux voyages de nuit. Nous prenions le petit déjeuner ensemble et je lui racontais mes voyages. Les réminiscences font monter un soupir à ses lèvres. Marianne, je t'aime, mais je t'en prie, ne t'en mêle pas. Elle l'a entouré de ses bras. Je n'en fais pas partie. Je ne te pousserai jamais à faire quoi que ce soit. C'est à toi de décider. Je lui ai dit clairement que je ne vous mettrai pas ensemble. D'un signe de tête,
il l'attira près de lui et éteignit la télévision. Je n'ai rien qui la place sur les lieux du crime, patron. Il n'y a aucune preuve que quelqu'un ait été sur l'une ou l'autre scène, en fait. Pas d'effraction, pas d'empreinte de doigts ou de pieds, et pas d'incohérence dans les éclaboussures. S'il n'y avait pas les mêmes notes, je conclurais à un suicide dans les deux cas. L'inspecteur Jordan informe son supérieur. L'ex est-il complètement étanche, demande le commandant. Comme un réacteur nucléaire. Avez-vous considéré l'ex de Schindler comme une sorte de vengeance? Oui. Elle était dans un club, sur les caméras de sécurité, avec son nouveau petit ami et ses enfants sont partis à l'école. 2 ans plus tard, Angela a commencé à sortir avec Lance Forrest. Elle s'était juré qu'après les suicides, elle ne mettrait personne en danger en multipliant les rendez-vous avec eux. Même si elle n'était pas célibataire, elle s'était limitée à des rencontres d'un soir avec des clients des bars. Une MST l'a amenée à reconsidérer sa position, et elle a dû faire le grand saut et se marier. Lance et elle sont sortis ensemble pendant près d'1 mois avant qu'elle ne se sente à l'aise. D'aucuns pourraient la qualifier d'insouciante. Elle s'est affichée comme sa petite amie et a cessé d'essayer de dissimuler leur relation. Chez lui, Lance regardait un match de baseball lorsque la gâchette a été pressée et que l'arme a été placée sur sa tempe. On lui a ensuite donné le fusil et une autre lettre a été laissée. Le prix est entièrement payé. Il a répondu à l'appel sur son téléphone portable et a déclaré « C'est Jordan. Bonjour inspecteur, c'est l'inspecteur Stan Hanson de Chochonbure. Que puis-je faire pour vous? Vous avez une affaire classée sur laquelle je pourrais avoir un lien? Laquelle? Les suicides payés en totalité. J'en ai une. Sans blague? Un lien avec Angela Johnson? Oui. C'était sa petite amie. Le croiriez-vous? Jordan demande si l'alibi de l'ex-mari est solide. Hanson a confirmé, oui. Il a traversé Madison en voiture. Où était-elle? Chez elle, seule. Le système de sécurité lui a fourni un alibi la dernière fois et nous n'avons pas pu le briser, est-ce la même chose cette fois-ci? Livraison de nourriture chinoise, cette fois. Elle a commandé depuis son téléphone fixe et le repas est arrivé 30 minutes plus tard. Le coup de feu a été tiré dans cette fenêtre, d'après le voisin qui a appelé le 911. Il y a 23 minutes de route aller-retour entre sa maison et l'appartement de la personne décédée, et il y a 3 étages à monter. C'est proche, mais nous ne voyons pas comment elle a pu tirer par cette fenêtre. D'accord. Réunissons-nous demain et comparons les dossiers. D'accord. Une fois de plus, aucun nouveau soupçon n'a émergé et tous les alibis étaient inébranlables. Ces affaires n'ont jamais été résolues. Dans le vaste auditorium, Steve et Marianne regardent Jenny traverser l'estrade pour recevoir son diplôme de bachelor. Steve était si fier qu'il a dû essuyer une larme qui était sur le point de couler de son œil. Marianne l'a embrassée et l'a serré fort. Sur le chemin de leur véhicule après le mariage, Marianne l'a supplié en disant « Chérie, tu l'aimes tellement, appelle-la, s'il te plaît. » Elle a pris sa décision en choisissant sa mère plutôt que moi, et elle ne l'a regretté que lorsqu'elle s'est sentie coupable de la façon dont sa mère me traitait. Vous savez, certaines de mes anciennes connaissances insistent sur le fait que j'ai abusé de Jenny et que j'ai réussi à échapper à la punition, et j'avais vraiment besoin de son soutien puisque j'étais juste. Mais elle ne m'a pas cru et a laissé sa mère m'entraîner dans sa chute. Marianne acquiesce. Non, elle a fait son choix et nous devons tous vivre avec, a-t-il répondu. Comme il se montrait difficile, Marianne lui a pris la main et lui a demandé, « Étiez-vous aussi borné avant votre divorce ?» Non, loin de là. 5 ans plus tard, Angela et Jenny se sont retrouvées assises au premier rang de la salle d'exposition du salon funéraire. La veillée funèbre et le cortège funèbre de Steve Johnson avaient attiré une foule considérable. 4 semaines seulement après avoir conduit Jenny à l'hôtel lors de son mariage, Steve est décédé d'un cancer du pancréas. Bien que sa petite famille soit restée et qu'il se soit fait de nouvelles connaissances au travail, il n'a pas réussi à reconstituer un large cercle d'amis après le divorce. La majorité des personnes avec lesquelles il avait travaillé, vécu et connu dans le passé sont venues rendre hommage à l'homme aimable qu'elles avaient perdu de vue. Marianne, sa petite amie, était présente, ils ne se sont jamais mariés. Elle s'est retenue de cracher sur Angela à cause du mal qu'elle a causé à son amant. Lou DeMarco, son meilleur ami, a raconté à Jenny une multitude d'histoires sur les dernières années de son père. Il l'a éclairée avec des histoires qu'elle n'aurait jamais entendues autrement. C'est Marianne qui l'a persuadé d'écouter Jenny et de faire du maquillage avec elle lorsqu'il a reçu le diagnostic fatal. Au fil des ans, il avait jeté des lettres, effacé des courriels et ignoré des appels téléphoniques. Sachant qu'il s'agissait de ces derniers mois, Marianne et lui n'auraient pas pu mieux planifier leur retrouvailles. Même si Jenny a dépensé un peu d'argent en travaux urgents et en frais pour avancer son mariage, elle a finalement obtenu son souhait, son papa l'a demandé en mariage. Avant de perdre son dernier combat,
Steve a trouvé du réconfort dans leurs retrouvailles émouvantes et leur marche dans l'allée. Ces derniers mots ont été une expression de gratitude envers Marianne pour lui avoir rendu génie et une expression de regret de ne pas l'avoir épousée. Elle a compris qu'il ne l'avait jamais poussée au mariage. Leur situation actuelle leur apporte de la joie. Marianne a exprimé ses remords de n'avoir jamais contacté Jenny et son désir constant de la voir pendant le visionnage. Jenny a informé sa mère de leur réconciliation lorsque celle-ci s'en est enquise. Selon elle, il m'a dit qu'il était à mes remises de diplôme, à l'arrière, loin de toute personne qui pourrait le reconnaître. C'est exact, a déclaré Marianne. J'étais avec lui. Il m'a dit qu'il avait suivi ma carrière lorsque j'ai gravi les échelons et que je suis devenu inspecteur à Streamwood. Le fait que vous ayez été le plus jeune inspecteur du commissariat le rendait très fier, et il a même conservé des coupures de presse pour le prouver. Il était fou de joie lorsqu'ils ont déclaré que vous étiez doué en criminologie, et il a failli fondre en larmes lorsque le journal vous a qualifié de maître des scènes de crime, d'après Marianne. Il a dit que c'était à cause de tous les Columbo et CSI que vous avez regardés ensemble quand vous étiez petit. Il espérait que vous iriez à Chicago, ou dans une autre grande ville, et que vous auriez des affaires plus importantes. En écoutant la vie de son père après le divorce, Jenny ne pouvait s'empêcher de sourire. La rencontre avec Marianne, avec qui elle avait correspondu de temps en temps, l'avait soulagée. Il semblait se débrouiller aussi bien que possible dans sa nouvelle vie. Il s'était insatisfait. Elle a loué Dieu de lui avoir accordé le repos dans la dernière prière qu'elle a prononcée pendant les funérailles. Pendant toute la durée de la veillée et des funérailles, Angela avait essayé de reprendre contact avec Jenny. Elle a complètement raté le déjeuner qui a suivi la cérémonie en faisant un commentaire déplacé au moment le plus inopportun. Alors qu'elles étaient assises seules dans la salle déserte, Angela a fini par prendre la parole. « Jenny, j'ai enfin trouvé la paix. » « De quoi parles-tu, maman ? Ces dernières années, je n'ai pas pu avoir de relation de peur que ton père ne l'ait tue. » Cela paraissait incroyable à Jenny. La police l'a disculpé. Mais maintenant tu es contente qu'il soit parti et que tu puisses coucher avec qui tu veux. Tu n'es qu'une merde comme tu l'étais avant. J'espérais que tu changerais, mais maintenant j'espère que tu pourriras en enfer. Un frisson parcourt l'échine d'Angela. Tu ne comprends pas. Ses paroles ont été brusquement interrompues lorsqu'elle a dit « Au revoir, maman. Bonne chance avec ta vie sexuelle. » C'est ainsi que se termine la conversation avec sa mère. 10 mois plus tard, dans un stickouz exclusif, Charlie est devenu sérieux tandis qu'Angela sortait dîner avec lui. « Angela, ces 8 derniers mois ont été merveilleux pour moi. » Elle lui a serré la main et a murmuré « Moi aussi, Charlie. Je n'étais pas sûr d'aimer à nouveau, mais nous nous sommes trouvés. Angela, je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Angela a pris une grande inspiration et a dit « Oui. En effet, je vais t'épouser. » Puis elle s'est relâchée et a pensé « Il est mort. » La douleur dans son ventre était quelque chose dont j'aurais eu peur. Je ne m'inquiète de rien. Une semaine plus tard, Charlie était assis sur sa terrasse, contemplant le mariage imminent et la perspective d'accueillir Angela chez lui. Il inspira profondément son Monte Cristo DS2 cubain et laissa échapper un soupir satisfait lorsque l'arme fut portée à sa tempe et que la gâchette fut pressée. Un message était dissimulé sous le lourd cendrier posé sur la table, tandis que l'arme était placée dans sa paume et le cigare dans le cendrier. Le prix est entièrement payé. Après avoir parlé à l'inspecteur Jordan, Angela a raccroché le téléphone, le visage trempé de larmes à la suite d'une conversation très émouvante. Un flacon de somnifère, qu'elle gardait dans sa salle de bain même si elle n'en avait pas eu besoin depuis longtemps, a été récupéré. Après avoir déposé une enveloppe, elle est sortie jusqu'à sa boîte aux lettres et a levé le drapeau pour signaler au facteur qu'elle avait du courrier à expédier. Allongée dans son lit, elle se remémore son mariage avec Steve. Les réussites professionnelles de Jenny lui donnent le sourire. Les vacances en famille et les visites au parc lui reviennent également en mémoire. Enfin, elle a ressenti une pointe de remords pour avoir rencontré Martin Schindler et pour la façon dont il avait ruiné sa vie. Avant de sombrer dans un dernier sommeil, elle pria pour revoir Steve bientôt et posa le mot sur sa poitrine. C'était son message, mon prix est entièrement payé. Avec un sac de provisions et le courrier, Jenny a tout laissé tomber, accroché ses clés au crochet et enlevé ses chaussures. Son mari Blake, policier, travaillant en deuxième équipe, elle peut se détendre en toute tranquillité. Alors qu'elle se servait un verre de California route Cabernet, elle s'approcha de la pile de courrier et remarqua une note. Le nom de l'expéditeur, Angela Johnson, lui fait pousser un cri. Le dernier message que sa mère lui avait adressé était déchiré et, en le lisant, elle s'effondra sur sa chaise, les yeux pleins d'eau sous le poids de la signification de la mort de sa mère. Elle s'adresse à la maison vide et s'exclame « Waouh, maman, waouh !» Saisissant son téléphone portable, elle compose un numéro. Jordan. Inspecteur Jordan,
c'est Jenny Stanger, la fille de Steve et Angela Johnson. Excusez-moi, madame. Je suis désolé d'apprendre que votre mère s'est suicidée. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués. La sienne vous a épargné quelques recherches, au moins. Oui, la sienne, mais pas celle d'Arlan. Jenny, en quoi puis-je vous être utile? J'ai reçu une lettre de ma mère, c'est une confession. Quoi? Quoi? Il hurle de colère dans le téléphone. Tous les suicides sont des aveux. On dirait qu'elle était vraiment folle. Je suis choqué. Christ, Seigneur. Bien sûr, je serai heureux de vous rencontrer à mon poste quand cela vous conviendra. J'y vais. Sur ce, elle a pris la première page, l'a enflammée dans sa cheminée et l'a regardée brûler jusqu'au bout. La lettre était écrite. À ma bien-aimée Jenny. En guise de dernier acte de pénitence, je t'offre ceci, mon amour éternel pour toi, l'objet de mon affection sans fin, mes excuses pour le mal que je t'ai causé, et mon regret de t'avoir fait du mal, à toi et à ton père, les deux personnes que j'aime plus que tout au monde. J'aurais dû savoir que c'était toi lorsque Charlie a été assassiné, et j'assume l'entière responsabilité de la punition que tu m'as infligée. Je suis désolé que vous m'ayez puni de cette façon, et je prie pour que vous et votre père puissiez enfin guérir de l'angoisse de ma trahison. Ce papier doit être détruit et la page 2 doit être remise à la police, cette dernière contient mes aveux. C'est à moi de te donner ta liberté et j'accepte l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé entre nous. Je ne pourrai jamais compenser les années que nous avons passées loin de ton père ni la douleur que tu as endurée, mais peut-être que cela suffira pour que tu me pardonnes et que tu trouves la paix. Que Blake et toi puissiez jouir d'un mariage long et heureux. Ne cède pas à ceux qui essaient de te séparer de Blake. Ma prière est que tu racontes à mes futurs petits-enfants des histoires de moments merveilleux plutôt que des histoires sur la façon dont j'ai ruiné nos vies. Mon cœur est rempli d'amour pour toi. À ma mère. En passant, je te prie d'aller voir quelqu'un et d'obtenir l'aide dont tu as cruellement besoin. Bonjour, Jenny. Au moment où tu recevras cette lettre, j'aurai trouvé la mort. Le poids de ma culpabilité est devenu trop lourd pour moi, et je m'en suis pris à chacun de ces hommes qui ont été mes amants et qui ont été responsables de m'avoir enlevé à ton père. J'ai toujours été à lui, et peut-être que maintenant je peux être à nouveau avec lui. J'implore humblement ton pardon. Tu es tout pour moi, et je suis désolé d'avoir gâché notre vie, notre famille était idyllique jusqu'à l'arrivée de Martin. Chère maman. L'inspecteur Jordan conduisit Jenny à son bureau et, après avoir échangé des salutations, Jenny s'assit. Après avoir terminé la lettre, il a prononcé les mots « Jésus Jenny, je suis désolé. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai coupé toute communication avec elle après qu'elle ait traité mon père, alors elle a dû devenir complètement folle il y a des années. Étonnamment, elle a continué à sortir avec l'intention de les tromper. Je ne comprends pas. En supposant que c'était elle, c'est assez logique. Son alibi était douteux pour 2 des meurtres. Nous n'avions tout simplement pas assez de preuves et nous n'avons pas pu la localiser sur place. Pour une raison que j'ignore, j'ai toujours soupçonné votre père ou l'ex-femme de Schindler, mais nous n'avons pu réfuter l'un ou l'autre de leurs alibis. Je suis soulagé que ce soit terminé. Tout cela, les meurtres, ses souffrances, etc. Inspecteur, rétablissez-vous vite. Vous aussi. Un large sourire s'étendit sur le visage de Jenny qui secoua la tête et sortit du commissariat. En ouvrant la porte de sa voiture, elle s'est arrêtée, a regardé le ciel et a murmuré « Merci, maman. Où que vous soyez, je prie pour que vous retrouviez votre papa. »